Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où on regarde Friends et il ne reste plus qu'une poignée d'épisodes, mais qu'est-ce qu'on va faire de nos vies une fois qu'on va avoir fini la série? La recommencer depuis le début une nouvelle fois? Ah non, ça va. Une fois, ça m'a suffi. Salut, moi c'est Anaïs Bordage, apologiste de Joe Heschel. Et moi c'est Marie Telling et je ne sais pas si ce sont mes hormones, la pandémie ou la fin imminente de ce visionnage de Friends, mais je vis un trop plein d'émotions en ce moment. J'ai cru que t'allais dire la fin imminente du monde. Ça aussi. Pour ce nouveau chapitre d'Amis, nous avons regardé les 9 premiers épisodes de la 10e et dernière saison de Friends, une saison plus courte que les précédentes, mais toujours riche en moments cultes et en émotions. Anaïs, ça a pas l'air convaincue. D'accord. Bon. Ça reste à déterminer. Les moments cultes, je peux te dire qu'il y a des moments cultes. Oui. On va parler de tout ça, mais avant ça, Anaïs, on va écouter les prédictions que tu avais faites pour les 9 épisodes qu'on vient de voir. Précédemment dans Amis. Bon, je prédis que Ross et Charlie vont se mettre ensemble, mais en vrai, c'est déjà un peu le cas. Enfin, c'est pas une prédiction hyper risquée. Concernant Rachel et Joey, je prédis qu'ils vont coucher ensemble, mais qu'il n'y a pas de relation romantique qui va se développer entre eux. Et je prédis que Rachel va avoir un gros développement dans sa carrière, parce que je me souviens qu'il y a une histoire d'avion qu'elle doit prendre pour aller à Paris, et que finalement, elle prend pas l'avion pour retrouver Ross, ou je sais pas quoi. Peut-être que je m'emmène les pinceaux, mais je pense qu'il va y avoir un truc où elle va devoir choisir en fait entre sa carrière et son couple. Bon, ils n'ont pas couché ensemble. Hein. Non, en fait, il s'est passé exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont développé une relation romantique, mais sans coucher ensemble. Et bon, par contre, après, c'est vrai que ça n'a pas duré très longtemps. Sur ça, tu avais raison. Ouais, et sur l'avion, je transporte juste mes prédictions de la dernière fois pour l'épisode d'après. Sur la carrière de Rachel? Ouais, voilà. Bon, à chaque fois, tu nous prépares un petit récap des épisodes en plus ou moins 1 minute. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 9 épisodes qu'on vient de voir? Il y a plein de quiproquos. Tes préférés. Voilà. Joey et Rachel ne couchent pas ensemble. Monica et Chandler font la procédure d'adoption la plus rapide de l'histoire de la parentalité. Frank Jr., le frère de Phoebe, revient, mais franchement, on aurait pu s'en passer. Emma a un gâteau d'anniversaire en forme de pénis pour ses 1 an. Joey découvre le dictionnaire des synonymes. Du coup, au lieu de dire un grand cœur, il dit une pompe aortique démesurée. Et enfin, on a droit à cette réplique que je n'aurais jamais pensé entendre un jour dans une comédie grand public. Ross a tiré sur ses testicules tellement fort qu'il a fallu l'emmener aux urgences. J'avais oublié. Magnifique. Merci Anaïs. Bon, on commence avec l'intrigue qui t'avait le plus enthousiasmé la dernière fois, le rapprochement entre Rachel et Joey. Comme tu le sais, beaucoup de fans n'aiment pas du tout ce couple. Et tu as désormais une vision plus complète de l'intrigue. Et si j'en crois un WhatsApp que tu m'as envoyé, ça n'a pas eu l'air de trop te plaire, en fait. Je suis tellement saoulée par le développement entre Rachel et Joey, là. Mais tellement saoulée. Ouais. Ça a commencé bien parce que, pour une fois, il y a un quiproquo que j'ai beaucoup aimé dans le premier épisode de la saison 10 où ils sont toujours à la Barbade. Il y a le moment où ils sont dans l'avion et où il y a un quiproquo où, en fait, Ross demande à Joey s'il peut se mettre avec Charlie et Rachel pense que Joey a aussi dit à Ross qu'ils allaient se mettre ensemble, etc. Et ça, je me délectais de toute cette intrigue-là. Je trouvais ça super efficace et super divertissant. Et après, c'est là que les ennuis commencent. C'est-à-dire que dès qu'ils rentrent à New York, déjà, ils couchent pas ensemble. Donc, j'étais très énervée. Dans l'épisode 1, déjà, dans mes notes, j'ai écrit, ils ont toujours pas couché ensemble. Et dans l'épisode 2, je m'excuse pour ma vulgarité, j'ai écrit, est-ce qu'ils vont baiser ou merde? Mais j'attendais vraiment ça et ça ne s'est pas produit. Et surtout, j'étais hyper saoulée par la manière dont tout ça s'est développé, quoi. Qu'est-ce qui t'a saoulée? On avait dit la dernière fois que certains fans trouvent que toute l'intrigue entre Rachel et Joey est mal écrite. Et là, ça, j'ai trouvé que c'était mal écrit. Ouais. C'est-à-dire que ils arrivent, ils peuvent pas se décoller l'un de l'autre. On sent que clairement, ils ont envie que quelque chose se produise. Après, je pense que c'est plus romantique de la part de Joey et plus sexuel de la part de Rachel. Mais on sent qu'il y a une attirance mutuelle très, très forte. Et en fait, très rapidement, ils ont plus d'attirance l'un pour l'autre parce qu'ils sont comme bloqués, parce qu'ils sont trop amis. Et ça m'a vraiment saoulée. On va entendre certaines de mes réactions à toute cette intrigue. Après, je savais que ça allait se produire, mais j'étais quand même très énervée. Oh, je sens que ça va mal se passer. Was that good for you? Non mais ok. No, don't get it. This thing welded shut. All right, turn around. I got to get a look at this thing. Do you think maybe on some level you don't want to take off my bra? Non mais n'importe quoi. I did not see this coming. Moi oui hein. Love you too.
Oh là là, Anaïs, elle est pas contente. Ah, hein. c'est clair, gros boudin là. Mais c'est marrant parce qu'en plus, le truc, parce qu'à un moment, en fait, Joey, quand il commence à s'embrasser, lui remonte la main sur la cuisse et elle le tape à chaque fois. C'est exactement le même gag quand elle s'était mise avec Ross et qu'à chaque fois qu'il descendait ses mains sur ses fesses, elle se mettait à rire. Oui. Et déjà, j'ai trouvé ça un peu feignant. En plus, ils expédient vraiment cette intrigue, quoi. Bah c'est ça, parce qu'en plus, je crois que c'est Monica qui lui rappelle ça, qui lui dit « Mais tu te souviens, avec Ross, au début, tu trouvais ça bizarre parce que vous étiez amis, et finalement, ça a quand même fonctionné. » Et donc, j'ai trouvé ça malin qu'ils l'introduisent quand même. Mais au final, ouais, ça passe vraiment très très vite. C'est-à-dire que pendant 2 épisodes, juste, ils couchent pas ensemble parce qu'ils ont peur de blesser Ross, etc. Et au moment où, enfin, ils vont coucher ensemble, là, tout d'un coup, il y a plus d'attraction, il y a plus d'alchimie. Déjà, le côté, ils essayent de se forcer, limite, ce qui est un peu malaisant, quoi. Et j'ai écrit qu'elles se mettent à poil, et puis voilà, quoi, parce que ils étaient là, non, mais vraiment, je sais pas, j'arrive pas, je comprends pas, je suis pas dans le mood. Et je suis là, non, mais quand même, enfin, c'est pas si compliqué que ça de coucher ensemble si t'as envie. Il y avait un truc, ouais, où c'était vraiment très très mal écrit. Genre, je me suis rendu compte que j'avais vraiment les poings serrés en regardant le truc tellement j'étais énervée. Mais oui, en fait, on sent que juste ils veulent rétro-pédaler sur toute cette intrigue. Ouais, c'est ça. Et qu'ils l'expédient très très vite, comme tu dis. Et je savais en fait que ça allait forcément pas marcher. Mais j'avoue que j'étais déçue de la manière dont ça s'est fait, où là, j'y crois pas une seule seconde. C'est-à-dire que dans l'épisode d'avant, Joey dit à Ross « Je suis fou d'elle ». Et là, d'un coup, comme ça, ils ont plus envie, quoi. Non, mais je pense qu'ils ont été un peu trop puritains dans la façon dont ils ont exploré ça, parce qu'en vrai, un truc qui aurait été crédible, c'est s'ils couchent ensemble et qu'ils ont aucune alchimie. Exactement. Pour le coup. Parce que c'est pas très crédible d'être hyper attirés l'un par l'autre et en fait, au moment de passer à l'acte, de dire non. Ouais. Alors que parfois, bah, tu couches avec quelqu'un et ça se passe pas bien parce que vous avez pas le même rythme ou un truc comme ça. Et ça aurait été beaucoup plus crédible, en fait, que bah, le lendemain matin, ils se disent bon, ça t'a pas plu, ça m'a pas plu non plus, restons amis, quoi. Oui, ou genre, on s'est débarrassé de ce truc, genre, on avait envie de tester, on a testé, on en reste là, quoi. Mais c'est vrai que tu sens qu'ils veulent pas que Rachel et Joey franchissent cette barrière, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que c'est un peu décevant et rageant. Après, le seul truc quand même que j'ai bien aimé dans cette intrigue, c'est la fin, même si on m'entend faire un truc qui m'a beaucoup touchée, c'est quand ils disent mais comment ça se fait que Monica et Chandler, eux, ils ont réussi à passer ce cap. Je crois que c'est Joey qui dit ils étaient sans doute pas aussi bons amis que nous on l'est. Et ça, j'ai trouvé que c'était une manière quand même assez intelligente et touchante de renverser le truc en disant enfin notre amitié est tellement belle qu'on veut pas, tu vois, la ternir. Bon après oui, c'est sûr que ça reste très puritain et tout, mais j'avoue que ça m'a touchée. Et quand du coup à la fin ils se disent je t'aime, mais un je t'aime qui est amical. Je trouve aussi que c'est bien, enfin c'est une belle conclusion et c'est un peu ce que j'avais dit dans mes prédictions, c'est-à-dire que c'est tendre et du coup ça permet d'évacuer le truc très vite où bah à partir de l'épisode d'après on n'y pense plus, c'est fini. Donc ça c'est vrai que c'était bien, mais bon pour qu'on arrive à ça, ça a quand même été douloureux quoi. J'ai l'impression un peu que la série devient plus puritaine à mesure qu'on avance dans les saisons et je me demande si c'est pas parce que quand elle a commencé en fait c'était le portrait de jeunes célibataires à New York et donc c'était un peu l'audience qu'ils cherchaient aussi. Et le public qu'ils ont trouvé, c'est un public tellement large et tellement mainstream que c'est un peu l'Amérique du milieu avec des codes beaucoup plus traditionnels et ça se voit au niveau du développement des personnages, c'est-à-dire qu'ils finissent presque tous par être dans des relations non seulement monogames, hétéros, mais aussi en plus qui sont carrément actées par un mariage en règle générale. Et il y a des petites révolutions dedans, le fait que Rachel et Ross aient un enfant sans être ensemble, après un coup d'un soir, le fait que Phoebe, pendant des années, elle a pas de vraie relation, des choses comme ça, mais t'as l'impression qu'ils se traditionnalisent à la fin, en fait. Ouais, je suis complètement d'accord. Et c'est vrai que là, c'est quelque chose qui m'a un peu chagrinée dans ces épisodes, le côté très tradi. Franchement, enfin, sur cette intrigue, j'ai jamais été aussi dégoûtée d'avoir raison. Parce que je sentais que, enfin, je savais évidemment que ça allait pas marcher, mais j'étais vraiment triste de la manière dont ça a été écrit, quoi. Je suis d'accord. Moi, j'aime bien Joey et Rachel quand ils se rapprochent, mais cette partie de leur intrigue est vraiment hyper décevante. Ouais. Par contre, une chose que j'aime beaucoup dans ces épisodes, c'est la réaction de Ross. Il est insupportable, soyons clairs. Complètement. Mais David Schwimmer est incroyable. C'est exactement ce que j'ai écrit. C'était vraiment cette espèce de sentiment contradictoire très fort où j'admirais énormément le jeu de David Schwimmer et en même temps, j'avais envie de casser mon ordinateur parce qu'il est insupportable. Et en même temps, il est tellement divertissant quand il a ces espèces de nervous breakdown comme ça, ou surtout, on l'a déjà vu avec le côté plus colérique qui, moi, m'avait moins plu. Et là, c'est vraiment le côté déprimé où, en fait, il boit comme un trou et il commence à dire n'importe quoi. I'm fine. Et c'est vrai que c'était très drôle, mais en même temps, comme on était encore dans le stade où Joey et Rachel n'attendaient qu'une chose, c'était de coucher ensemble et qu'en même temps, ils voulaient pas décevoir Ross,
j'en voulais beaucoup à Ross, en fait, d'avoir cette attitude-là. Non, mais parce que je me disais, en fait, soit tu dis, écoute, ça me dérange, je suis désolée, mais enfin, ça me dérange, et tu leur interdis un peu, mais ou en tout cas, tu vois, tu leur demandes de pas te mettre ça dans la face, quoi. Soit tu souffres en silence, quoi. Et à partir du moment où t'as dit, mais... ok, ça me dérange pas, et que tu les invites à dîner. Bon, il a dit, ça me dérange pas d'une façon où, de toute évidence, ça le dérange énormément, mais le lendemain matin, quand il se réveille et qu'il y a Joey qui est là, il lui dit, même si ça me dérange, en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. Oui, bien sûr. Et là, il est très bien, en fait, dans ce moment-là. Mais c'est toujours le truc avec Ross, c'est qu'il va être insupportable. Et souvent, il va se ressaisir après et avoir un moment de grâce qui est tellement mignon que tu lui pardonnes tout. Mais moi, je le trouve hyper marrant dans ces épisodes. Déjà, quand Rachel vient pour lui annoncer qu'ils sont ensemble avec Joey et qu'il a eu une fuite de shampoing dans son truc, dans son sac, et il dit « Major shampoo explosion ». Here's the deal. Oh no! What is it? Oh, major shampoo explosion! Look, Ross, this really isn't easy. Oh, it's all over everything! Why? Why me? Il commence à faire « Pourquoi moi ?» Et enfin bon, c'est très drôle. Ouais. Et ensuite, toute la soirée justement où il fait la double date et il se bourre la gueule avec son cocktail et il est hyper drôle. Ouais, on va entendre mes réactions. J'étais à la fois très amusée et très divertie par David Schwimmer et en même temps, j'étais hyper saoulée par le fait qu'il coq-bloque Rachel et Joey. And now one day you might get married. Dude, are you okay? Totally. Ross, you don't seem okay. I'm sorry, it must be the pressure of entertaining. You guys are a couple now. I mean, you probably just want to be alone. No, it's just Hey, hey, it's fine. It's totally fine. I've got plenty of margaritas. It's all good. Joey, I don't think he's ever going to be okay with this. Ross, about Rachel and I. Listen, you don't have to worry about that, okay? Because nothing's gonna happen. What do you mean? Bon, t'as pas l'air très amusé. Non, mais là, j'ai vraiment gardé que les moments où j'étais saoulée. Mais en vrai, j'ai beaucoup ri pendant toute cette scène que je trouve vraiment excellente. En fait, j'étais principalement saoulée, pas forcément par Ross, mais par le fait que c'était la fin de Joey Shell. Et que je me sentais disais... venir, quoi. Ouais, et puis je voulais vraiment que juste ils se rendent compte tous les deux que ça fonctionne pas. Et comme tu dis, peut-être qu'ils aient couché ensemble et qu'ils se disent, bon, c'est bon, on s'arrête là. Et plutôt que avoir toute la culpabilisation de faire du mal à Ross et tout, enfin, je sais pas, je me sentais mal, quoi. Ouais, parce qu'à un moment, ils s'embrassent et ils voient la tête de Ross à chaque fois qu'ils s'embrassent aussi. Ouais. Alors là, par contre, nouveau kink, quand j'ai vu Joey et Ross qui s'embrassent, j'ai trouvé ça trop cool. Bon, parlons un peu de Phoebe et Mike. Tu étais contente qu'elle refuse de l'épouser à la Barbade, mais à peine quelques épisodes plus tard, on a droit à pas une, pas deux, mais 3 demandes en mariage. Enfin, il y en a une qui est avortée lors du match de basket, et on en a une que Phoebe fait à Mike, et puis la finale de Mike dans le restaurant, à laquelle Phoebe dit oui. Donc bon, ils sont fiancés. Qu'est-ce que tu as pensé de ça? On va l'écouter. Phoebe Buffet, will you marry me? Yes. T'es saoulée, tout est saoulé en fait dans ce... C'est clair. Non, mais là, vraiment, sachez que j'ai aussi beaucoup ri. En fait, à la fois, c'est mignon quand même parce que j'aime bien ce couple, donc je suis pas contre le fait que voilà qu'ils se marient et tout, mais c'est vrai que, comme je l'avais dit, j'étais très enthousiaste à l'idée qu'ils trouvent un peu un compromis en disant je suis prêt à m'engager à fond avec toi, mais en même temps, tu vois que elle respecte aussi le fait qu'il voulait pas se remarier et que là, il ait changé d'avis, qu'il soit revenu un peu sur son truc et que elle ait un désir de mariage hyper puissant. C'est surtout après quand elle veut absolument avoir un énorme mariage et qu'elle vient récupérer son argent à l'association caritative et tout. Je crois que j'étais un peu déçue, mais après, c'est juste une opinion personnelle, mais j'ai écrit ok si ça les fait kiffer, quoi. Mais encore un mariage so-normatif, quoi. Et c'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire que c'est tellement traditionnel et là, je crois que c'est juste ça vient s'empiler. C'est-à-dire que c'est pas Phoebe en tant que telle avec Mike, quoi. C'est vraiment juste le fait que en gros, soit tu te maries, soit t'existes pas, quoi. Je pense qu'il y a 2 trucs pour moi. C'est d'abord, je pense qu'on arrive dans la dernière saison et que c'était un peu un gage que donnaient les scénaristes aux fans de dire Phoebe et Mike, c'est pour de vrai, quoi. Ouais. Et que vous allez la quitter bientôt, mais sachez qu'elle est casée, il y a plus de problème. Et je pense que s'ils étaient juste en couple ensemble, il y aurait moins cette garantie. Tandis que le fait qu'ils vont se marier, ça donne un peu cette espèce de garantie pour les fans. Le deuxième truc par rapport à Phoebe, là où je trouve qu'il le présente bien, c'est que moi je comprends un peu, elle a eu une enfance et une vie tellement atypique et hors des normes.
son désir justement d'être dans la normalité pour ça et d'avoir un gros mariage ou des choses comme ça. En même temps, elle bataille elle-même avec parce qu'elle veut donner l'argent et avoir un petit mariage et en même temps, elle veut aussi vivre cette espèce de truc que beaucoup de gens vivent et tout ça. Je le comprends et je trouve que ça colle bien avec le développement de son personnage. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est profondément original et qui a une vie hors des clous, mais qui en même temps a ce désir de normalité. Oui, on en a déjà parlé dans les épisodes précédents où elle l'a dit qu'elle voulait un peu de normalité et de stabilité. Mais en même temps, moi, je trouve que tout ça a été écrit très rapidement. C'est-à-dire qu'au final, après, c'est peut-être parce que moi, j'ai pas vu la série, 10 000 fois et tout, mais je trouve que c'est amené vraiment comme ça, quoi. Un peu, justement, au moment de la conversation avec Mike où ils sont sur le point d'emménager ensemble et où elle dit, en fait, j'ai besoin de normalité, j'en ai jamais eu dans ma vie, mais c'est une réplique, quoi. Et par rapport au désir des fans, je comprends parfaitement ce que tu dis, mais c'est vrai que ça aussi, en fait, ça me déçoit. C'est une opinion personnelle. Je trouvais ça un peu triste que pour garantir le fait que le couple est installé, qu'il faille absolument un mariage. Mais bon, après, je comprends que c'est le principe aussi de cette série et qu'ils ont besoin de créer des rebondissements et qu'ils ont besoin de créer un gros événement. Donc, je le comprends. Mais ça m'a pas plu que ça. Voilà. Ouais. Par rapport à Phoebe, quand même, c'est pas juste le moment où ils aménagent ensemble, parce que le moment où elle commence à voir Mike et où Ross lui fait son espèce de speech où il lui dit t'es jamais avec quelqu'un longtemps et ça te dérange pas et tu veux pas d'un truc sérieux. Elle dit mais si, je veux d'un truc sérieux. Et c'est à ce moment-là, elle lui dit qu'elle veut un truc avec un engagement et un truc beaucoup plus traditionnel. Elle dit déjà à ce moment-là, donc il développe un peu plus quand même que juste la conversation à l'aménage avec Mike. Ouais, mais pour moi, vraiment, après, c'est ma perspective de quelqu'un qui découvre la série, tu vois, sur le coup, j'ai trouvé que c'était vraiment très rapide, quoi. Ok. Bon, il faut qu'on parle aussi de Monica et Chandler. Non, je rigole. Qui poursuivent leur chemin vers l'adoption qu'ils avaient entamé dans la saison 9. On a un peu balayé leur intrigue lors du dernier épisode parce qu'on avait beaucoup de terrain à couvrir et que c'était pas vraiment le développement le plus palpitant de ces épisodes. On nous a demandé pourquoi, d'ailleurs, on n'accordait pas plus d'importance à une intrigue sur l'infertilité. C'est vrai que là aussi, je trouve que ça va très très vite. La semaine dernière, on avait énormément de choses à couvrir, mais je sais pas, par exemple, je pensais à Sex and the City qui a eu une intrigue similaire avec Charlotte, tu vois, et qui a vraiment un désir d'enfant très fort et qui galère vraiment très longtemps en comparaison en fait avec Monica et Chandler, et où il y a quelque chose, même il y a une colère qu'elle a quand elle apprend que Miranda est enceinte, elle le vit hyper mal, elle est jalouse d'elle en fait et elle lui en veut d'être tombée enceinte, comme si, tu vois, ça lui volait quelque chose à elle et tout, et il y a une rancœur là-dedans et il y a une souffrance et il y a aussi la délivrance quand finalement ils ont enfin la possibilité d'avoir un enfant, qui m'avait beaucoup touchée. Et là je sais qu'on n'est pas dans la même catégorie de série, mais du coup je trouve que c'est bien qu'une série des années 90, début des années 2000 ait parlé d'infertilité et tout, mais on a l'impression quand même qu'ils passent très vite dessus, c'est-à-dire que même déjà le fait qu'ils apprennent tous les deux qu'ils ne peuvent pas physiquement avoir d'enfants, on passe très vite sur le sujet, alors que ça doit être quand même un choc oui, mais c'est l'histoire d'un épisode où à la fin de l'épisode, en fait, ils ont déjà réglé ça en se disant on va adopter. Mais ça, en même temps, c'est une sitcom. Forcément, il y a beaucoup moins d'enjeux dramatiques. Et donc, il faut que les enjeux dramatiques soient un peu resserrés dès que possible pour repasser sur la comédie ou sur l'émotion. Ouais. C'est pareil dans leur quête d'adoption. C'est-à-dire que, tu l'as dit dans ton résumé, dans aucun univers, ouais, une adoption se passe aussi vite. Enfin, ils ont rencontré une mère, ils ont trouvé au bout de même pas quelques semaines ou quelques mois. C'est inimaginable. That was the adoption agency. Eh? We're getting a baby! Are you serious? Je suis d'accord, hein, il passe pas assez de temps, c'est un peu rapide, mais c'est un peu l'univers de la sitcom, quoi. Oui, voilà, c'est ça, mais je pense que ça explique aussi, du coup, pour les gens qui nous ont demandé, c'est aussi pour ça qu'on est passé vite dessus la dernière fois, et aussi parce qu'on savait, moi je savais qu'on allait en reparler, parce que je savais qu'ils allaient avoir des jumeaux et tout, donc je me disais qu'on aurait d'autres occasions, mais je trouve que au final, c'est une intrigue qui passe très très vite, donc voilà, j'attends de voir quand même ce qui va se passer par la suite, parce que je trouve ça plutôt marrant pour l'instant. Dans les épisodes qu'on vient de voir, justement, Chandler et Monica rencontrent la mère de leur enfant adoptif, jouée par Anna Faris. Tout à fait. Il y a un petit malentendu parce qu'elle pense que Chandler est un chirurgien et que Monica est pasteur. Et Monica va dans son sens de peur de perdre la chance de pouvoir adopter. Ils obtiennent la chance d'adopter et en fait Chandler lui dit c'est pas possible, on peut pas faire ça, elle nous donne son enfant, on peut pas lui mentir en fait. Bon, il y a tout un malentendu, il lui avoue, elle refuse et après Chandler fait un espèce de monologue sur Monica que moi je trouve très très émouvant et qui m'a fait pleurer. Ah ouais? Ouais, mais je pense que toi non en fait parce que j'ai entendu ton pas extrait. du tout. En fait, vraiment juste la manière aussi dont c'est mis en scène et dont c'est joué. Mais il la poursuit, c'est-à-dire que la mère de l'enfant dit, elle leur refuse l'adoption en disant vous m'avez menti, je veux pas vous confier mon enfant, quoi. Et en fait, il la poursuit dans le couloir et il insiste très lourdement, je trouve, en lui disant mais s'il vous plaît, il la supplie, machin. Erica, wait. I have nothing to say to you.
You have every reason to be upset. We did lie, but only because we've been waiting and trying to have a baby for so long. And we don't know how long it's going to be before we get another chance again. Well, why don't you ask the Reverend to pray on it? Erica, please. Just consider us. Ask them to see our file. But it doesn't matter because what you did was wrong. But you did like us, and you should. It kills me that I can't give her a baby. But my wife, she's already there. She's a mother without a baby. Je trouvais qu'il dépassait un petit peu les limites juste de ce que tu peux te permettre de faire avec quelqu'un dans cette situation, même si je n'ai jamais été dans cette situation. Et donc, j'ai plusieurs questions. C'est vraiment elle qui va avoir les jumeaux. Je devrais pas te dire, parce que normalement, il n'y a pas de... Mais oui. Oui, ok. Non, parce que moi, je pensais qu'il allait y avoir un... Enfin, moi, j'étais toujours très attachée à Janice. Mais en même temps, t'as dit la mère de leur enfant adoptif. Oui. Mais ouais, je me suis posé la question parce que je me suis dit, mais non, ça va être Janice et tout, c'est sûr. Tu croyais encore que ça allait être Janice? Je sais pas, mais voilà. Et ma deuxième question, c'est du coup, parce que peut-être que j'ai raté un épisode. En fait, quand elle pense que c'est un pasteur et un chirurgien, c'est parce qu'elle l'a confondu avec un autre dossier, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc moi, c'est ça que j'ai trouvé un peu dur. Et après, je me disais peut-être que j'ai mal compris et tout, mais c'est-à-dire que c'est un autre couple qu'elle a choisi en fait, et que du coup ils font ça au détriment d'un autre couple qui avait le profil que elle avait choisi et qu'elle aimait, tu vois. Donc après, à la fin, elle le fait en connaissance de cause parce que Chandler a réussi à la convaincre et tout. Mais moi, ça m'a fait mal au cœur pour l'autre couple en fait. Oui, mais on les connaît pas l'autre couple. C'est vrai que j'étais un peu surprise par tout ça, quoi. Ils ont fait ça parce qu'il fallait un espèce de malentendu autour de ça et que c'est quand même marrant quand Monica se fait passer pour un pasteur et commence à dire Dieu vous bénisse ou des choses comme ça. Moi, j'aime bien surtout le monologue de Chandler. Moi, vraiment, il me fait pleurer. Après, encore une fois, je suis très hormonale en ce moment. Mais moi, en fait, ce que j'aime beaucoup dans toute cette intrigue-là sur leur parentalité, c'est que Chandler est juste super, quoi. Et que sa trajectoire est tellement impressionnante dans la série. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Enfin, il était assez insupportable au début et puis très gamin. Et il peut l'être encore parfois, mais plus pour des blagues, quoi. Mais il a un tel amour pour Monica et il est tellement sensé, je trouve, même dans cette intrigue où il dit à Monica, on peut pas faire ça, c'est malhonnête, etc. Je suis très impressionnée, en fait, par le personnage de Chandler d'épisode en épisode, quoi. Et du coup, là, effectivement, j'ai pas trop aimé le fait qu'il poursuit la meuf dans le couloir. Oui, bon, attends, la façon dont tu le décris, t'as l'impression qu'il la plaque un peu. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu, hein. Enfin, vraiment, en voyant la scène, j'étais là, mec, elle t'a dit non plusieurs fois, laisse-la partir. Ce qui m'émeut à chaque fois, c'est quand il lui dit je sais que je serai un bon père, mais ma femme est déjà une mère et elle est sans enfant, quoi. Ouais, moi, ça m'a pas du tout ému, mais non, mais je trouve que c'est très essentialisant aussi, mais bon, bref. Hein, désolée, je suis vraiment la partie pooper de cet épisode. Bah, c'est pas enfin, ça serait essentialisant s'il disait les femmes sont des mères qui attendent. Là, en l'occurrence, c'est Monica qui a toujours eu un désir d'enfant, qui a rompu avec Richard parce qu'elle avait un désir d'enfant. Ça a toujours été très très fort chez elle, alors que chez lui, pas vraiment. Qu'il a développé ça justement en étant avec elle, et que c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'elle a un désir maternel très, très fort. Oui, elle en a toujours eu envie, non mais ça c'est vrai. Et elle n'a pas d'enfant, donc c'est ça qu'il veut dire. Et pour moi, c'est pas essentialisant parce que ça correspond à son personnage. Il dit pas ça de toutes les... Enfin, s'il disait ça de Phoebe, non, je suis d'accord, mais en fait, t'as totalement raison sur ce que tu dis. Moi, c'est juste que je l'ai compris comme le fait qu'elle soit hyper bossy et qu'elle organise tout le temps tout, etc., qu'on attribue ça à des qualités maternelles, en fait. Moi, je prends pas comme ça. Pour moi, c'est vraiment le fait qu'elle a toujours voulu être mère, mais qu'elle a pas d'enfant. Oui. Clairement, ça m'a pas autant aimé que toi, mais peut-être que on est arrivé à un stade où j'ai plus de cœur, quoi. Je pense que j'ai des aspirations au niveau personnel aussi beaucoup plus normative, où du coup il y a certains trucs qui vont plus me toucher, parce que quand j'entends Chandler parler de ça et tout ça, je suis un... Oui, tu peux t'identifier. Voilà, exactement. Donc il y a des trucs qui m'émeuvent par rapport à ça, mais je comprends aussi que ça te parle pas forcément, quoi. Ouais, mais c'est même au-delà de ça, c'est que j'ai trouvé l'exécution, moi, que j'ai trouvé ça un peu maladroit, mais bon, après, c'est sans doute une opinion personnelle. Est-ce qu'on écoute quand même, du coup, mon extrait encore oui. de grosse connasse. Tous tes extraits, c'est ça, cette semaine. C'est clair. You still want that baby? Sérieusement? Je dois dire parce que tu mets tes extraits dans un dossier avant l'enregistrement et j'ai écouté juste celui-là et je disais mais pourquoi? Non mais vraiment, je pensais à l'autre couple qui aurait vu cet épisode et qui dirait mais vous êtes sérieux? Genre c'est nous le chirurgien et la pasteur. Oui mais chirurgien et pasteur ils vont avoir d'autres femmes qui vont leur proposer leur bébé. Hein, oui peut-être. Non mais après toi t'as eu plus de temps aussi je pense pour réfléchir à tout ça et comme tu dis t'as peut-être des parties de cette intrigue auxquelles tu t'identifies plus mais après comme je disais moi sur Sex and the City j'ai été bouleversée par la trajectoire de
de Charlotte, tu vois. Mais là, je trouvais l'exécution pas terrible. Mais après, voilà, peut-être que c'est ma semaine ronchon. Je sais pas. Excusez-moi. On va faire un petit drive-by, des petites intrigues. Il y a beaucoup de moments cultes, en fait, dans ces épisodes. Bah, apparemment, t'étais pas convaincue au début. Mais non, mais c'est pas ça. Non, c'était plus sur l'émotion. Moi, visiblement, j'ai pas ressenti la même que toi. Sur les moments cultes, effectivement, il y en a certains que je connaissais déjà un peu, mais j'étais aussi curieuse qu'on en parle ensemble et que tu me dises lesquels sont cultes et pourquoi c'est culte aussi. Alors, il y a le bronzage de Ross. Ouais. J'avoue, c'est à ça que je pensais depuis le début de la série quand je te disais que t'allais voir Ross torse nu, en fait. C'était à cette scène. Donc, ça vient très très loin quand même. J'avais oublié les autres scènes où on le voit torse nu. Donc, voilà. Qu'est-ce que t'as pensé de cette intrigue? C'est drôle. Ça m'a pas non plus fait mourir de rire, mais juste ça contribue au personnage de Ross. One Mississippi. One Mississippi, two Mississippi, three. I'm not finished shouting! Ça, c'était drôle. Et non, et oui, j'avoue que j'ai pris des screenshots. Hein. Je ne vais pas vous mentir. Ouais, non, après, je trouve que parfois, ils ont transformé Ross quand même énormément depuis le début de la série et que parfois, ils en font un bouffon très, très, très poussé. Et je trouve qu'il y a une incohérence aussi avec son intelligence, tu vois, qui était plus prononcée au début où là, parfois, t'es là, non, mais Ross, t'es un peu con quand même. Mais non, très marrant. Oui, mais c'est et du coup, ça, c'est culte. Ouais, c'est culte. Et puis, il le pousse, c'est vrai, dans la connerie. Mais en fait, ça marche tellement bien avec le jeu de Schwimmer que c'est vrai que c'est pas cohérent au niveau narratif et au niveau développement du personnage, mais ça donne des moments très, très drôles, quoi. Ouais, et puis ça fonctionne avec son côté coincé, en fait. Oui, c'est ça. Où il supporte pas... Alors, les tresses de Monica? Gênant. Ouais. Et là, pour le coup, appropriation culturelle à donf. C'est clair. Et il y a rien qui va, quoi. Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression, tu sais, comme ils avaient un personnage noir, ils se sont dit, ça y est, on peut faire c'est bon, on a le droit. En un mot, j'adore ce moment. Ichiban, Lipstick for Men. Alors, j'avoue que j'ai ri. On a un extrait de ma réaction à ce moment. All right, now, remember, I got paid a lot of money for this, and it only aired in Japan. Ichiban. Ichiban, lipstick for men. Ichiban, lipstick for men. Saiko. Bon, pour resituer, mais ça c'est vraiment cultissime pour le coup, c'est Joey qui fait une pub pour un rouge à lèvres japonais. J'avais vu des images, en fait, c'est un rouge à lèvres bleu, tu m'as précisé. C'est très très drôle et ça m'a fait penser aux vrais clips dans lesquels Jason Statham avait joué dans les années 90 où il avait à peu près le même look. Mais c'est très très drôle et du coup, ça aussi c'est culte. Ah oui, ça, Ichiban Lipstick for Men, cultissime. Ouais, très marrant. Ensuite, on a Gladys. Mon personnage préféré de Friends, je pense, depuis Marcel. Gladys, qui est le tableau horrible de Phoebe, le tableau terrifiant, que Rachel utilise pour faire peur à Joey le soir. C'est très drôle, ça. C'est hyper drôle, mais alors en fait, cette intrigue, donc pour resituer, comme Phoebe veut emménager avec Mike, elle veut donner son tableau à Monica, et Monica et Rachel n'en veulent surtout pas, puisqu'elles le trouvent hideux. Et cette intrigue n'a pas du tout fonctionné sur moi, parce que moi, j'adore Gladys. J'étais là, mais donnez-moi Gladys, moi, je veux grave avoir Gladys chez moi, et je l'avais déjà remarqué dans des épisodes précédents. J'étais là, mais c'est trop stylé ce tableau. C'est genre un peu moche, mais genre de manière cool, quoi. Et ce qui est trop drôle, c'est qu'à la fin, elle dit non, mais vous inquiétez pas pour que chacune en ait un. J'en ai fait un autre qui s'appelle Glynis, et on va écouter ma réaction à Glynis. Whoever doesn't get Gladys gets glitter. Génial. Voilà. Je le vois bien chez toi. Mais grave, c'est trop mon style de décoration. Alors, autre moment culte, encore avec Joey. Joey doesn't share food. Tu t'es identifié, j'ai vu, parce que t'as tweeté dessus. C'est le moment où Joey a une date et la meuf lui pique une frite. Et il dit après qu'il ne partage pas sa nourriture. Ouais, et il retrace un peu le moment avec de la musique de film noir, genre tu vois, un peu le moment du crime, quoi, où la meuf a fait quelque chose d'intolérable et d'inimaginable, c'est de lui prendre une frite. Et en fait, mais je comprends tellement, genre j'étais là, je vois même pas où est la blague en fait, parce que moi si je suis un date avec quelqu'un et qu'il me prend quelque chose dans mon assiette, mais je vrille direct, quoi. Genre c'est pas permis. Et c'est vrai que j'ai des petits problèmes de partage avec la bouffe. Je pense qu'une des plaies de la société moderne, c'est les planches et les assiettes à partager, quoi. Ouais, c'est vrai. Tu manges très lentement, faut dire. Ouais, voilà, j'aime bien en fait savoir que mon repas est pas menacé, quoi. C'est-à-dire que je peux prendre mon temps pour le manger et qu'il y a personne qui va venir mettre sa main et manger tout ce que je suis en train de déguster savamment.
Ouais, non, franchement, mais Joey, encore une fois, je suis Joey et moi, quoi. Et tu voulais parler de la balançoire aussi. C'est la peur de Rachel, elle a très peur d'être sur une balançoire. Oui, c'est ça, parce que quelqu'un, avant que j'ai vu cet épisode, a mis le screenshot en disant Anaïs, elle sait pas faire de vélo, enfin, en gros, elle sait rien faire, voilà. Et je parie qu'elle sait non plus pas faire de balançoire comme Rachel. Donc, je voulais préciser et rectifier quand même un peu l'histoire. Je suis très forte en balançoire. Et je sais faire de la balançoire. Donc, il y a plein de choses que je sais pas faire, mais ça va. Bravo. Félicitations. Mais ce moment était très drôle et surtout la manière dont Jennifer Aniston dit « the playground », comme si c'était vraiment genre l'endroit le plus terrifiant du monde. C'était très, très bon. On va passer au guest star. Il y a Jennifer Coolidge, qu'on adore toutes les deux. Oui. Qui était dans La Revanche d'une blonde et qui est juste dans plein de films de comédie américaine et qui est absolument dans incroyable. Two Broke Girls aussi, ouais. Elle aime bien jouer des personnages très politiquement incorrects. Exactement. Et là, elle joue la connaissance de Phoebe et Monica, l'ancienne voisine, qui a passé genre quelques années en Grande-Bretagne et qui maintenant parle avec un accent anglais insupportable. Ouais, on va entendre ma réaction à son arrivée. Ouais. Look at me. Look how young I look. Littéralement, tout le casting de La Revanche d'une blonde est passé dans cette série. Donc, où est Luke Wilson, en fait? C'est vrai. Il serait tellement bien avec Rachel. Ah, mais tellement... Non, mais... Oh, mon Dieu. Il y a aussi Anne Dudek, qui joue Precious, la copine de Mike, qui largue le soir de son anniversaire. Enfin, c'est Phoebe qui la largue. Et Anne Dudek, pour ceux qui ne la connaissent pas, enfin, moi, je connais pas son nom, mais je l'ai reconnue, c'est Francine dans Mad Men, qui est l'amie, enfin, la voisine de Betty dans Mad Men, et elle vient toujours partager des ragots avec elle. Donc voilà. Elle était aussi dans Friends. Ouais, et son passage en tant que guest star est vraiment très drôle. Oui, excellent. Precious. Et quand Phoebe lui dit, je peux pas dire ça. Il y a aussi Greg Kinnear. Je crois que tu as une réaction très très forte. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Greg Kinnear qui joue l'ex de Charlie et qui est connu pour avoir joué dans Pour le meilleur et pour le pire. Dans quoi d'autre? Il a joué dans plein de trucs. Vous avez un message aussi, You've Got Mail. C'est le copain de Meg Ryan dedans. Quel homme magnifique. Ouais, c'est vrai qu'il est beau. Alors, en fait, il est vraiment dans mon panthéon de daddy, quoi. Voilà, j'ai cru comprendre. À chaque fois que je le vois dans un rôle, je suis super contente. Enfin, surtout là, à l'époque, c'était vraiment pic Greg Kinnear, quoi. Et bon, son personnage est un peu insupportable, mais j'étais trop contente de le voir. On a parlé d'Anna Faris aussi, qui joue donc la mère porteuse de Monica et Chandler. Mais il y a surtout, dans la même scène, Jim O'Heir, qui est connu sous le nom de Jerry Gergich. Voilà, ou Gary. Ou Gary, ou Gary. Pour tous ceux qui regardent Parks and Rec, une des meilleures séries comiques de l'histoire. Si vous êtes fan de Friends, je vous recommande Parks and Rec, c'est une super série. Et Jerry est génial. Et là, il a un tout petit rôle, il joue le mec de l'adoption. Thank you. Oh, Jerry. Oh, je l'aime tellement. Bon, on passe au MVP. Qui est ton MVP pour ces épisodes? Alors, un peu Gladys. Et honnêtement, je dois dire Phoebe. Il y a eu plein de moments dans cette demi-saison où je me suis dit, je l'adore en fait. Enfin, je pense que c'est vraiment ma préférée. J'adore quand elle est avec Precious, la manière qu'elle a de gérer un peu la rupture à la place de Mike, elle est très drôle, quoi. Et qu'elle lui dit ressaisis-toi, il est pas si bien que ça. Exactement. Enfin, en fait, elle a une confiance en elle qui parfois, du coup, la rend un peu méchante ou, enfin voilà, où elle a des comportements pas très sympas avec, comme quand Monica avait les seins à l'air et tout. Mais pour moi, c'est sans doute la plus divertissante et aussi celle qui me parle le plus, quoi, parce qu'elle a vraiment ce côté, totalement éhontée et pleine d'assurance que je trouve super cool. Donc c'est elle mon MVP. Et toi, c'est qui? Moi, je dirais c'est David Schwimmer pour les scènes comiques et Chandler pour les scènes d'émotion et puis juste pour le fait aussi qu'ils disent à Monica qu'ils peuvent pas faire ça en fait. Il a un compas moral dans ces épisodes qui est très surprenant. Je suis d'accord. Donc je veux le féliciter pour ça. Même si le reste du temps ils sont assez effacés en finale parce que c'est pas eux qui ont des intrigues marrantes ou des choses comme ça, mais pour ces moments-là, je veux le féliciter quand même. Ouais, complètement. Et le gros loser de ces épisodes? J'ai écrit l'institution du mariage. Non, il gagne au contraire. Disons ce qu'on veut exclure, tu vois. Genre si on veut exclure quelque chose, moi ce serait ça. Sinon, oui, ceux qui ont vraiment perdu quelque chose, je pense, dans ces épisodes, c'est les testicules de Ross, clairement, qui ont été tellement tirés qu'il a fallu l'amener à l'hosto. Donc, Et toi? Moi, j'en ai pas. Ok. On passe aux prédictions. Alors, Anaïs, il ne reste plus que 9 épisodes dans Friends. Le prochain épisode de notre podcast va être dédié aux 8 épisodes prochains et on aura un épisode dédié spécifiquement au final.
Donc, j'ai envie de te demander qu'est-ce qui va se passer dans la fin de Friends, en incluant le final aussi. Ok. Alors, je prédis qu'il va y avoir un rapprochement entre Ross et Rachel. Et donc, je prédis qu'il va y avoir un truc avec un avion. Où Rachel va devoir choisir entre Ross et un avion. Et elle va pas choisir l'avion. Voilà. Il va où l'avion ? À Paris. Ah, je pense. Ah bon ? Ouais. D'accord. J'ai vu cette scène sur YouTube il y a des années, donc je m'en souviens plus très bien, mais je crois que c'est ça, en tout cas dans ma mémoire. Je prédis que Monica et Chandler vont avoir des jumeaux. C'est aussi ça qui m'a un peu confusionnée avec la meuf, la mère adoptive, parce que elle dit pas qu'elle attend des jumeaux, donc je me disais, il va y avoir un bug à un moment, ça va être quelqu'un d'autre, mais... Je prédis que Phoebe et Mike vont se marier. Et j'espère que ce sera pas trop conventionnel et que ce sera original comme eux le sont. Et je prédis que Joey va partir à Hollywood. Mais bon, tout ça, enfin, c'est pas vraiment des prédictions, c'est-à-dire que... Tu as entendu parler d'une certaine série qui s'appelle Ouais, Joey. voilà. Bah, à l'époque, je voulais la regarder vu que le seul personnage que j'aimais bien quand j'avais regardé 2-3 épisodes, c'était Joey. Donc, j'avais voulu regarder son spin-off après et puis j'avais eu la flemme. Bon, bah, t'as bien raison parce qu'il est pas très bon, donc... Voilà. Et je prédis que je vais peut-être pleurer en regardant le final. Honnêtement, si tu pleures pas en regardant le final, je vais mal le prendre, en fait. Ok, no pressure. Merci de nous avoir écoutés. Merci Anaïs. Merci Marie. Et désolée d'avoir été très ronchon cette semaine. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Notre prochain épisode couvrira la deuxième moitié de la 10e et dernière saison de Friends, à l'exception donc du final, auquel nous allons dédier un épisode spécial. N'hésitez pas à suivre la série en même temps que nous et à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes fan de séries, vous pouvez aussi écouter notre podcast PIC TV où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire où vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Amis est un podcast produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours avec Aurélie Rodriguez. Anaïs, tu as pris des notes, j'imagine. J'en ai pris moins que d'habitude. Ah bah dis donc, t'es vraiment pas inspirée par ce segment. Mais donc j'ai écrit le seul développement des gens dans cette série, c'est enfant ou mariage. Donc clairement, j'étais un peu agacée. Il y a un truc que j'ai adoré, c'est pendant l'épisode sur l'anniversaire d'Emma, qui m'a énormément stressée parce qu'il y a des problèmes avec le gâteau et ils doivent partir et après tout le monde part alors que Rachel et Ross leur avaient demandé de rester. Enfin bref, j'étais très éprouvée. Mais Mondler, en fait, ils ont prévu un week-end tous les deux en amoureux et ils sont obligés de rester là pour l'anniversaire d'Emma. Et donc en fait, on leur demande d'enregistrer un message d'anniversaire qu'elle découvrira à ses 18 ans. Et en fait, le message m'a fait mourir de rire parce que c'est vraiment genre on est sans doute séparés aujourd'hui parce que notre couple ne tenait qu'à un fil et le week-end où on devait partir, on a enregistré ce message. Donc c'est sans doute de ta faute si on n'est plus ensemble. Enfin bref, je trouve qu'ils ont une complicité qui est vraiment géniale et ça reste quand même, je pense, le meilleur couple pour l'instant de Friends. Ah non, clairement. Ils sont super quand ils ont ce genre de scène. Un autre épisode qui a été très éprouvant pour moi, c'est l'épisode de Thanksgiving. Ah oui. Où, encore une fois, personne n'est là alors que Monica et Chandler les attendent et ils ont préparé un festin, etc. Et ils ont tous un truc qui fait qu'ils ne sont pas là. Et alors, le pire, c'est qu'ils arrivent avec 45 minutes de retard. Donc bon, franchement, ça va. Enfin, oui, pour nous, c'est juste être à l'heure, quoi. Voilà. Mais au lieu de rentrer, ils passent la moitié de l'épisode à s'engueuler devant la porte en disant est-ce qu'on rentre pas et quelle excuse on va utiliser. Et j'étais en train de péter un câble devant mon ordi. J'étais là, mais rentrez et juste dites, je sais pas, désolé, on est en retard, quoi. En plus, surtout, j'adore le fait qu'on ne peut pas entendre à travers la porte. Oui. D'un côté, mais de l'autre, si. Ouais, voilà, unrealistic, quoi. Enfin, c'est pas du tout réaliste. Et surtout, après, quand ils décident finalement de ne pas aller manger chez eux parce que Monica et Chandler font la gueule, ils sont là, mais qu'est-ce qu'on va faire? On n'a rien dans le frigo et tout. Et j'étais là, mais commander des pizzas? Enfin, je sais pas, je comprends pas l'intrigue. C'est Thanksgiving, hein. Commander des pizzas à Thanksgiving, c'est difficile quand même. Attends, excuse-moi, fermé, Domino's Pizza est ouvert à Thanksgiving. Ah bon? Et les restos chinois, quoi. Non, les restos chinois sont ouverts pour Noël, pas pour Thanksgiving. Bon, je pense qu'il y a moyen quand même de... Enfin, ils en parlent comme si c'était vraiment, tu vois, genre l'espèce d'épreuve incontournable. Enfin bref, cet épisode m'a énormément stressée. Un truc que je trouve très cool avec Ross, mais on en reparlera sans doute quand on fera le bilan, mais en fait, là, avec l'histoire du bronzage, mais aussi avec le t-shirt qu'il porte, où il porte un t-shirt de femme, etc. Et au début, il a un peu honte et après, il le garde parce qu'il le trouve très doux. Il y a tous ces aspects hyper toxiques dont on a déjà beaucoup parlé ici et qui restent
reste très présent. Mais pour moi, il représente aussi une masculinité très soft que j'apprécie beaucoup, en fait, surtout par rapport aux deux autres, où il a un côté justement très à l'aise avec tout ça et où il va être plus efféminé dans sa manière d'être, plus maniéré, il a une voix très aiguë, etc. Et il est à l'aise, je trouve, en fait, dans sa masculinité qui est plus douce, je trouve, et beaucoup moins viriliste que les deux autres mecs. Chandler, il est viriliste. Mais non, mais Chandler, tu vois, justement, on sent qu'il est pas à l'aise avec vrai. ça, alors que Ross, il l'est. Et du coup, Chandler n'est pas du tout aussi un macho-man, etc. Mais j'apprécie vraiment beaucoup ça chez Ross, et je pense que c'est ça qui le rend aussi très attirant pour moi et très attachant, quoi. Et sinon, juste Chandler est fan de Miss Détective. C'est génial. Moi aussi, pour finir sur une note, pas du tout viriliste. Un c'est film génial. que j'ai vu tous les ans. Ouais, c'est depuis clair. qu'il est sorti. 1 million de fois. Merci Anaïs. Merci Marie.